Dans cette vidéo, nous explorons Le secret de la réussite de Haddock, un ouvrage rare qui aborde le succès non comme une chance ou un don, mais comme une discipline intérieure. Loin des promesses faciles, ce livre expose des principes simples, exigeants et profondément humains. Il s'adresse à ceux qui veulent comprendre pourquoi certains avancent pendant que d'autres stagnent. Sur la chaîne Puissants livres oubliés, nous redonnons vie à ces textes discrets mais décisifs, capables de transformer durablement la manière de penser, d'agir et de se tenir dans la vie. Introduction. Le succès a toujours été entouré d'un brouillard d'incompréhension. Pour beaucoup, il semble réservé à une minorité mystérieuse, comme si certaines personnes naissaient avec une clé invisible que les autres n'auraient jamais reçue. On observe leurs résultats, on envie leur trajectoire, puis on conclut trop vite. Ils ont eu de la chance, ils étaient doués, ils étaient au bon endroit au bon moment. Cette manière de penser rassure, car elle évite une question plus dérangeante. Et si le succès n'était pas une exception, mais une conséquence logique? La majorité des échecs humains ne viennent pas d'un manque de capacité, mais d'une confusion profonde sur la nature même de la réussite. On croit que le talent suffit, que l'intelligence garantit l'avance ou que les circonstances décident du destin. Pourtant, l'histoire montre sans cesse le contraire. Des individus ordinaires ont bâti des vies extraordinaires, tandis que des esprits brillants sont restés immobiles. Ce contraste révèle une vérité inconfortable. Le succès n'obéit ni au hasard ni au privilège, mais à des principes précis, impersonnels et constants. L'erreur la plus répandue consiste à chercher la réussite à l'extérieur de soi. On accumule des méthodes, on imite des parcours, on consomme des conseils sans jamais toucher au noyau réel du problème. Or, la réussite ne commence jamais par une stratégie visible, mais par une organisation intérieure. Elle naît d'une manière de penser, de décider et de persévérer qui précède toujours les résultats. Ceux qui réussissent durablement ne sont pas nécessairement plus chanceux. Ils sont simplement alignés avec des lois que beaucoup ignorent ou refusent d'appliquer. Ce que ce livre met en lumière, c'est une vérité simple mais exigeante. La réussite est une loi, et comme toute loi, elle fonctionne indépendamment de nos croyances. On peut l'ignorer, la nier ou la mépriser, elle produira néanmoins ses effets. Comprendre cette loi demande de renoncer aux illusions confortables et d'accepter une responsabilité plus grande sur sa propre trajectoire. Cela signifie reconnaître que chaque résultat est le prolongement logique d'attitudes répétées, de choix quotidiens et d'une discipline intérieure souvent invisible. La promesse de cette exploration n'est pas de vendre un rêve rapide ni une recette magique. Elle est bien plus sérieuse et plus libératrice. Révéler le mécanisme intérieur réel de la réussite, débarrasser des mythes, des excuses et des récits enjolivés. Comprendre ces principes, c'est cesser de subir sa vie et commencer à la construire consciemment. Le succès cesse alors d'être un mystère lointain. Il devient une direction claire, exigeante, mais accessible à quiconque accepte d'en respecter les lois. Leçon 1. La réussite commence toujours à l'intérieur. La réussite est souvent perçue comme un événement extérieur, une destination visible marquée par des signes concrets. Argent, reconnaissance, position sociale, influence ou confort matériel. Pourtant, dès les premières pages, Haddock renverse cette vision commune en posant une loi fondamentale. La réussite n'est jamais un point de départ, elle est toujours une conséquence. Cette affirmation, simple en apparence,
bouleverse profondément la manière dont la majorité des individus abordent leur vie, leurs ambitions et leurs efforts. Comprendre ce principe, c'est accepter que rien de durable ne peut se construire sans une transformation intérieure préalable. L'être humain a naturellement tendance à regarder les résultats avant de regarder les causes. Il observe ceux qui réussissent et se focalise sur ce qu'ils possèdent, rarement sur ce qu'ils sont devenus intérieurement pour y parvenir. Cette erreur d'orientation crée une course permanente vers l'extérieur. On cherche les bonnes opportunités, les bonnes méthodes, les bonnes relations, sans jamais s'interroger sérieusement sur l'état intérieur à partir duquel on agit. Haddock insiste sur ce point avec une sobriété presque dérangeante. Aucun succès véritable ne peut s'installer durablement si l'individu n'a pas d'abord construit en lui la structure mentale, morale et émotionnelle capable de le soutenir. Le succès, tel que présenté dans ce livre, n'est pas une récompense distribuée arbitrairement. Il est le prolongement naturel d'un état intérieur cohérent. Les pensées dominantes, les habitudes mentales, la discipline personnelle et la clarté de direction forment un terrain invisible à partir duquel les résultats émergent. Si ce terrain est instable, confus ou contradictoire, les résultats le seront également. C'est pourquoi tant de personnes connaissent des réussites temporaires suivies d'échecs répétés. Elles ont atteint un résultat que leur structure intérieure ne pouvait pas maintenir. Vouloir réussir sans se transformer intérieurement est l'une des illusions les plus répandues. Beaucoup espèrent un changement de situation qui viendrait les sauver sans exiger un changement d'eux-mêmes. Haddock est catégorique. Cette attente est vaine. La vie ne s'adapte pas durablement à un individu qui refuse d'évoluer. Elle reflète simplement, avec une précision parfois cruelle, l'état intérieur dominant. Chercher à modifier les effets sans agir sur les causes revient à déplacer un symptôme sans soigner la source. L'état intérieur précède toujours les résultats visibles, même si ce lien n'est pas immédiatement perceptible. Les décisions importantes, les actions répétées et la persévérance naissent toutes dans l'invisible. Avant qu'une réussite ne soit observée par les autres, elle a déjà été vécue intérieurement sous forme de discipline, de renoncement, de clarté et de constance. Haddock montre que ceux qui échouent durablement ne manquent pas nécessairement d'intelligence ou d'énergie, mais d'alignement intérieur. Ils veulent des résultats incompatibles avec leur manière de penser, de ressentir et d'agir au quotidien. Ce principe explique aussi pourquoi l'envie et la comparaison sont des poisons silencieux. En se comparant uniquement aux résultats d'autrui, on oublie le processus intérieur qui les a rendus possibles. Cette comparaison fausse la perception de la réalité et alimente un sentiment d'injustice ou d'impuissance. Haddock rappelle que chaque individu est responsable de l'atmosphère mentale qu'il entretient. Cette atmosphère, qu'elle soit disciplinée ou chaotique, finit toujours par se traduire en conditions de vie correspondantes. L'approche de Haddock est volontairement dépouillée de tout romantisme excessif. Il ne promet ni miracle ni raccourci. Son ton est presque austère, car il s'adresse à ceux qui sont prêts à entendre une vérité exigeante. La réussite demande une cohérence intérieure stricte. Elle ne tolère pas longtemps l'auto-illusion, l'indiscipline chronique ou l'incohérence morale. Cette sobriété fait la force du livre, car elle place le lecteur face à sa propre responsabilité, sans détour ni consolation artificielle. La transformation intérieure dont parle Haddock n'est pas un concept abstrait.
Elle se manifeste dans la manière de penser face aux difficultés, dans la capacité à différer la gratification, dans la fidélité à des principes, même en l'absence de récompense immédiate. La réussite commence lorsque l'individu cesse de négocier avec ses faiblesses et commence à construire une autorité intérieure stable. Cette autorité ne s'impose pas par la force, mais par la répétition de choix alignés avec un but clair. Un point central de cette leçon est que le succès ne peut jamais précéder l'identité. L'individu ne devient pas discipliné parce qu'il réussit. Il réussit parce qu'il est devenu discipliné. Il ne devient pas confiant parce qu'il a obtenu des résultats. Il obtient des résultats parce qu'il a appris à penser et agir avec confiance. Inverser cet ordre mène inévitablement à la frustration. Haddock insiste sur cette inversion logique comme étant la racine de nombreux échecs silencieux. Cette loi intérieure explique aussi pourquoi certaines personnes semblent avancer malgré des circonstances défavorables, tandis que d'autres stagnent malgré des conditions avantageuses. Les circonstances ne sont jamais la cause principale, elles sont des amplificateurs. Un esprit structuré transforme les obstacles en matériaux de croissance, alors qu'un esprit confus transforme les opportunités en source de dispersion. La réussite commence donc dans la manière dont l'individu interprète et utilise ce qui lui arrive. Haddock souligne également que l'état intérieur n'est pas figé. Il se construit et se déconstruit chaque jour par des choix apparemment insignifiants. La manière de gérer le temps, la qualité des pensées entretenues, la rigueur dans les engagements personnels forment un socle invisible. Ce socle, renforcé jour après jour, devient la base sur laquelle la réussite peut se poser sans s'effondrer. Ignorer ce travail intérieur revient à bâtir sur du sable. Ce principe central est dérangeant parce qu'il enlève toute excuse confortable. Si la réussite commence à l'intérieur, alors personne ne peut être tenu entièrement responsable de l'échec d'un autre. Cette idée peut sembler dure, mais elle est profondément libératrice. Elle redonne à l'individu un pouvoir qu'il avait inconsciemment abandonné aux circonstances, aux autres ou au hasard. Haddock ne nie pas l'existence des difficultés réelles, mais il affirme qu'elles ne deviennent insurmontables que lorsque l'état intérieur est déjà affaibli. La réussite intérieure se manifeste aussi par une clarté de direction. Beaucoup veulent réussir sans savoir précisément ce qu'ils veulent devenir. Cette confusion intérieure se reflète inévitablement à l'extérieur. Haddock montre que la clarté n'est pas un luxe, mais une condition. Un esprit flou produit des actions floues, et des actions floues produisent des résultats instables. La réussite durable exige une vision intérieure suffisamment claire pour orienter les efforts sur le long terme. Un autre aspect essentiel de cette leçon est la relation entre caractère et succès. Haddock rappelle que la réussite amplifie ce qui existe déjà à l'intérieur. Un caractère instable produira une réussite instable. Une éthique faible produira des résultats fragiles. C'est pourquoi la transformation intérieure n'est pas seulement mentale, mais aussi morale. La cohérence entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait est un pilier invisible de la réussite authentique. La discipline, souvent perçue comme une contrainte, est présentée ici comme une expression de liberté intérieure. Celui qui se discipline volontairement n'est plus soumis aux impulsions du moment. Il devient capable de maintenir une direction, même lorsque l'émotion fluctue. Haddock insiste sur le fait que cette discipline intérieure précède toujours toute maîtrise extérieure. On ne peut pas diriger une entreprise, une carrière ou une vie si l'on ne se dirige pas soi-même. Cette leçon
montre également pourquoi la motivation est un outil secondaire. Beaucoup attendent de se sentir motivés pour agir, alors que l'état intérieur solide agit indépendamment de la motivation. La réussite commence lorsque l'individu agit par principe plutôt que par émotion. Cette capacité à agir sans dépendre de l'humeur est une marque distinctive de ceux qui construisent quelque chose de durable. En posant cette loi maîtresse, Haddock invite le lecteur à un examen honnête de lui-même, non pas pour se juger, mais pour comprendre. Où en est l'état intérieur? Est-il aligné avec les résultats souhaités? Y a-t-il une cohérence entre les ambitions affichées et les habitudes quotidiennes? Ces questions, simples mais profondes, constituent le véritable point de départ de toute réussite réelle. La réussite commence toujours à l'intérieur parce que l'intérieur est la source de tout mouvement extérieur. Ignorer cette vérité revient à tenter de contrôler une ombre sans toucher à l'objet qui la projette. Haddock, par son approche sobre et rigoureuse, rappelle que la transformation intérieure n'est ni spectaculaire ni immédiate, mais elle est inévitablement efficace. Elle agit lentement, silencieusement, jusqu'au jour où les résultats visibles apparaissent comme une conséquence naturelle, presque évidente. Ainsi, cette première leçon ne propose pas une technique, mais une loi impersonnelle, exigeante, mais juste. Celui qui l'accepte cesse de chercher la réussite comme un événement futur et commence à la construire comme un état présent. Et c'est précisément à partir de cet état intérieur transformé que la réussite, tôt ou tard, devient inévitable. Leçon 2. La clarté mentale comme premier avantage décisif. La majorité des vies humaines ne sont pas réellement difficiles, elles sont confuses. Cette confusion n'est pas toujours visible, car elle se cache derrière l'agitation, l'effort et parfois même derrière une apparente bonne volonté. Pourtant, lorsqu'on observe attentivement les trajectoires humaines, une loi silencieuse apparaît. Les esprits flous vivent des vies floues, non par manque de courage ou d'intelligence, mais parce qu'ils avancent sans ordre intérieur. Haddock insiste ici sur un point fondamental et trop souvent négligé. Avant toute intensité d'action, il doit exister une clarté de pensée. Sans elle, l'énergie se disperse, les efforts se contredisent et la réussite devient instable ou inaccessible. La confusion mentale agit comme un brouillard intérieur. Elle empêche de voir clairement ce que l'on veut, pourquoi on le veut et à quoi l'on est prêt à renoncer pour l'obtenir. Beaucoup d'individus se disent motivés, mais leur motivation repose sur des désirs contradictoires. Ils veulent avancer sans perdre le confort, réussir sans déranger leurs habitudes, changer sans renoncer à ce qui les maintient dans la stagnation. Cette incohérence intérieure crée une tension permanente qui épuise l'énergie vitale. Haddock montre que la clarté mentale n'est pas un luxe intellectuel, mais une condition de survie pour toute réussite durable. Penser clairement avant d'agir intensément est une discipline rare. L'esprit humain préfère souvent l'action à la réflexion, car l'action donne l'illusion du progrès. Pourtant, une action issue d'un esprit confus ne fait que renforcer le désordre existant. Elle produit du mouvement, mais pas de direction. La clarté, au contraire, réduit parfois l'agitation, mais elle augmente la précision. Haddock rappelle que la réussite n'est pas une question de quantité d'efforts, mais de cohérence entre l'intention, la pensée et l'action. Un esprit clair sait distinguer l'essentiel de l'accessoire. Il comprend que tout ne peut pas être poursuivi en même temps, sans perdre en profondeur. Beaucoup échouent, non parce qu'ils manquent d'opportunités,
mais parce qu'ils en poursuivent trop sans discernement. Cette dispersion mentale crée une vie fragmentée, où chaque tentative reste inachevée. La clarté mentale impose une hiérarchie intérieure. Certaines choses comptent, d'autres non. Certaines directions méritent un engagement total, d'autres doivent être abandonnées sans regret. La réussite, telle que décrite par Haddock, est fondamentalement une forme d'ordre intérieur. Cet ordre ne signifie pas rigidité, mais alignement. Les pensées dominantes, les objectifs et les valeurs doivent aller dans la même direction. Lorsqu'un individu pense une chose, désire une autre et agit dans un troisième sens, il crée un conflit interne qui sabote toute avancée. La clarté mentale réconcilie ces dimensions. Elle permet à l'individu de devenir un tout cohérent plutôt qu'un ensemble de contradictions. Un des points les plus puissants de cette leçon est l'idée que décider ce que l'on veut vraiment implique aussi de décider ce que l'on refuse. Beaucoup veulent les bénéfices d'une réussite sans accepter les renoncements qu'elle exige. Haddock insiste sur cette vérité inconfortable. Toute direction choisie exclut nécessairement d'autres directions. Refuser de choisir, c'est choisir la confusion. La clarté mentale demande le courage de dire non. Non aux distractions, non aux attentes extérieures, non aux chemins séduisants mais incompatibles avec la direction profonde. Les esprits flous vivent souvent sous l'influence des circonstances et des opinions d'autrui. Faute de clarté intérieure, ils empruntent des objectifs qui ne sont pas les leurs. Ils poursuivent des modèles de réussite imposés par la société, la famille ou la comparaison sociale. Cette adoption inconsciente de désirs étrangers crée une insatisfaction chronique, car même lorsqu'un objectif est atteint, il ne nourrit pas profondément l'individu. Haddock montre que la clarté mentale commence par une question simple mais radicale. Qu'est-ce que je veux vraiment, indépendamment des attentes extérieures? Penser clairement, ce n'est pas accumuler des idées, c'est éliminer le superflu. La clarté mentale se construit davantage par soustraction que par addition. Elle exige de remettre en question des croyances anciennes, des habitudes mentales et des peurs déguisées en prudence. Beaucoup confondent la prudence avec l'hésitation permanente. Haddock distingue clairement les deux. La prudence éclaire l'action, l'hésitation la paralyse. La clarté mentale transforme la prudence en lucidité et la lucidité en décision ferme. Une vie floue est souvent marquée par des décisions tardives ou incomplètes. On repousse les choix importants, on entretient volontairement l'ambiguïté pour éviter la responsabilité. Pourtant, cette absence de décision est en soi une décision, celle de laisser les circonstances décider à notre place. Haddock souligne que la clarté mentale redonne à l'individu sa souveraineté intérieure. Celui qui sait clairement ce qu'il veut n'est plus facilement manipulable par l'urgence, la peur ou la pression sociale. La clarté mentale n'est pas innée, elle se cultive. Elle naît de l'habitude de penser avec rigueur et honnêteté. Cela implique de regarder ses propres contradictions sans se mentir. Beaucoup préfèrent se raconter des histoires rassurantes plutôt que d'affronter la réalité de leurs choix. Haddock rappelle que l'auto-illusion est l'ennemie silencieuse de la réussite. Tant que l'individu se ment à lui-même sur ses priorités, il ne peut pas construire une trajectoire cohérente. Un esprit clair comprend également la différence entre urgence et importance. Les vies floues sont dominées par l'urgence permanente. On réagit sans cesse, on éteint des incendies, on répond aux demandes extérieures, mais on ne construit rien de durable. La clarté mentale rétablit l'ordre. Certaines choses sont urgentes, mais insignifiantes.
d'autres sont importantes, mais silencieuses. La réussite se bâtit presque toujours sur ces éléments importants que la confusion pousse à négliger. Haddock met en lumière un paradoxe essentiel. La clarté mentale simplifie la vie, mais elle la rend plus exigeante. Une fois les priorités claires, il devient impossible de se cacher derrière l'excuse de la confusion. L'individu sait ce qu'il doit faire, et cette connaissance l'oblige. C'est pourquoi beaucoup évitent inconsciemment la clarté. Elle impose une responsabilité directe et supprime les justifications confortables. La réussite comme ordre intérieur se manifeste aussi dans la gestion du temps et de l'énergie. Un esprit clair ne gaspille pas ses ressources dans des combats inutiles. Il sait quand persister et quand se retirer. Il ne confond pas obstination et détermination. La confusion, au contraire, pousse à s'acharner sur des chemins improductifs par peur d'admettre une erreur de direction. Haddock insiste sur la valeur de la réévaluation lucide. Changer de direction n'est pas un échec si la clarté augmente. Décider ce que l'on refuse est souvent plus difficile que décider ce que l'on veut. Cela implique de renoncer à certaines identités, à certaines relations, à certaines habitudes qui ne sont plus compatibles avec la direction choisie. Haddock ne romantise pas ce processus. Il le présente comme une étape nécessaire de toute réussite authentique. La clarté mentale agit comme un filtre. Ce qui n'est pas aligné finit par tomber de lui-même, parfois douloureusement, mais toujours utilement. Un esprit clair développe une forme de calme intérieur. Ce calme ne vient pas de l'absence de problème, mais de la certitude de la direction. Même dans l'incertitude extérieure, la clarté intérieure offre un point d'ancrage. Haddock montre que ce calme est une force sous-estimée. Il permet de prendre des décisions sans être dominé par l'émotion du moment. Il protège contre les réactions impulsives qui détruisent lentement les trajectoires prometteuses. La confusion mentale, à l'inverse, amplifie la peur. Lorsqu'on ne sait pas clairement où l'on va, chaque obstacle semble menaçant. La clarté transforme les obstacles en informations. Ils ne sont plus perçus comme des attaques personnelles, mais comme des signaux indiquant des ajustements nécessaires. Cette capacité à interpréter la réalité avec lucidité est un avantage décisif dans un monde instable. Haddock souligne également que la clarté mentale ne signifie pas rigidité absolue. Elle permet l'adaptation intelligente sans perdre la direction centrale. Un esprit clair peut ajuster sa stratégie sans renier son objectif. Un esprit flou, au contraire, confond adaptation et errance. Il change constamment de cap sans jamais avancer réellement. La clarté mentale influence profondément la manière dont l'individu communique avec les autres. Celui qui sait ce qu'il veut inspire naturellement plus de confiance. Ses paroles sont plus précises, ses engagements plus fiables. Cette cohérence renforce les relations professionnelles et personnelles. La confusion, à l'inverse, génère des malentendus, des promesses floues et une crédibilité fragile. Haddock rappelle que la réussite n'est jamais isolée. Elle s'inscrit toujours dans un réseau humain qui exige clarté et fiabilité. Un autre aspect essentiel de cette leçon est la capacité à dire non sans culpabilité. La clarté mentale libère de la peur de déplaire. Lorsque la direction est claire, refuser ce qui n'y correspond pas devient un acte de cohérence, non de rejet. Haddock montre que beaucoup sabotent leur réussite par incapacité à refuser des engagements secondaires qui diluent leur énergie principale. La clarté mentale est également liée à l'identité. Tant que l'individu ne sait pas clairement qui il cherche à devenir, ses actions resteront incohérentes.
Haddock insiste sur l'importance d'une image intérieure claire. Cette image n'est pas une illusion, mais une direction. Elle guide les choix quotidiens et sert de référence en cas de doute. Sans elle, l'individu est condamné à réagir plutôt qu'à diriger. Enfin, cette leçon rappelle que la clarté mentale n'est jamais définitivement acquise. Elle doit être entretenue. Le monde moderne, saturé d'informations et de sollicitations, attaque constamment cette clarté. Haddock invite à une vigilance intérieure permanente. Revenir régulièrement à l'essentiel, réexaminer ses priorités, éliminer les distractions inutiles, est un acte de survie pour toute personne qui vise une réussite durable. La clarté mentale est le premier avantage décisif parce qu'elle précède tous les autres. Sans elle, la discipline se transforme en rigidité, l'effort en agitation et l'ambition en frustration. Avec elle, même des ressources limitées peuvent être utilisées avec une efficacité remarquable. Haddock nous rappelle ainsi une vérité simple et exigeante. L'ordre extérieur ne peut jamais dépasser l'ordre intérieur. Celui qui clarifie son esprit commence déjà à transformer sa vie avant même que les résultats visibles n'apparaissent. Leçon 3. La discipline quotidienne, le vrai secret caché. La plupart des individus cherchent le succès comme on attend un événement exceptionnel. Ils imaginent un moment décisif, une opportunité unique, une révélation soudaine qui transformerait leur trajectoire. Cette vision romantique de la réussite est l'une des illusions les plus destructrices. Haddock est catégorique. Il n'existe aucun exploit durable sans régularité. La réussite réelle ne naît pas dans l'extraordinaire, mais dans l'ordinaire répété avec rigueur. Ce que beaucoup appellent talent ou chance est souvent le simple résultat d'une discipline quotidienne que personne n'a envie de voir. La discipline est impopulaire parce qu'elle ne flatte pas l'ego. Elle ne promet pas de raccourcis, elle ne stimule pas l'excitation immédiate, elle ne donne pas l'impression de grandeur instantanée. Elle agit silencieusement, presque invisiblement. Pourtant, c'est elle qui sépare ceux qui avancent de ceux qui stagnent. Haddock insiste sur ce point avec une sobriété presque austère. La discipline vaut toujours plus que la motivation, car la motivation dépend de l'humeur, alors que la discipline dépend de la décision. La motivation est émotionnelle. Elle monte et descend, influencée par l'environnement, les encouragements, les résultats visibles ou l'absence de reconnaissance. Beaucoup attendent de se sentir motivés pour agir. C'est une erreur fondamentale. La discipline, au contraire, agit indépendamment de l'état émotionnel. Elle repose sur un engagement intérieur pris à froid, maintenu à chaud et respecté même dans l'indifférence. Haddock montre que ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ont toujours envie, mais ceux qui font ce qui doit être fait, même lorsque l'envie a disparu. Faire ce qui doit être fait sans enthousiasme apparent est une forme de maturité intérieure. Cela ne signifie pas vivre dans la contrainte permanente, mais comprendre que certaines actions sont non négociables si l'on veut construire quelque chose de solide. La discipline quotidienne transforme l'effort en structure. Elle libère paradoxalement l'esprit, car elle élimine le débat intérieur constant entre agir ou repousser. Quand une action est intégrée comme une habitude disciplinée, elle ne consomme plus d'énergie mentale inutile. Haddock insiste sur une vérité rarement acceptée. La réussite n'est pas un événement, c'est une habitude. Elle se construit dans la répétition de gestes simples, exécutés avec constance. Ceux qui échouent ne manquent pas de rêve, ils manquent de système. Ils vivent dans l'attente de moments exceptionnels, au lieu de bâtir des routines solides.
La discipline quotidienne est précisément ce qui transforme une intention vague en trajectoire réelle. Beaucoup confondent discipline et rigidité. Haddock fait une distinction claire. La rigidité est une contrainte extérieure imposée sans compréhension. La discipline est une structure volontaire, choisie consciemment. Elle n'écrase pas la liberté, elle la rend possible. Sans discipline, la liberté se dissout dans l'improvisation permanente et la dispersion. Avec discipline, l'individu peut orienter son énergie vers ce qui compte réellement. Un des aspects les plus puissants de la discipline quotidienne est son effet cumulatif. Chaque action isolée peut sembler insignifiante. Pourtant, répétée jour après jour, elle produit une transformation profonde. Haddock rappelle que la nature fonctionne ainsi. Les grandes forces agissent par accumulation lente, non par explosion soudaine. L'érosion façonne les montagnes, la croissance invisible construit les arbres. La réussite humaine obéit à la même loi. La discipline quotidienne agit aussi sur l'identité. Chaque fois qu'un individu fait ce qu'il a décidé de faire, même sans envie, il renforce une image intérieure de fiabilité. Il devient quelqu'un qui se respecte. À l'inverse, chaque renoncement non justifié affaiblit la confiance en soi. Haddock souligne que l'échec le plus grave n'est pas l'erreur, mais la trahison répétée de ses propres engagements. La discipline est donc moins une question de performance que de fidélité intérieure. Beaucoup abandonnent parce qu'ils surestiment l'intensité nécessaire et sous-estiment la durée. Ils veulent des résultats rapides, visibles, spectaculaires. Lorsque ceux-ci tardent, la motivation chute et l'effort cesse. Haddock renverse cette logique. Ce n'est pas l'intensité qui garantit la réussite, mais la constance. Une action modérée, répétée longtemps, surpasse toujours une action intense mais brève. La discipline quotidienne impose également une relation saine au temps. Elle apprend à penser à long terme dans un monde obsédé par l'immédiateté. Celui qui discipline ses actions accepte de semer sans récolter immédiatement. Cette capacité à différer la gratification est l'un des marqueurs les plus fiables de la réussite future. Haddock observe que ceux qui échouent cherchent souvent à être payés émotionnellement trop vite. Ils veulent des signes, des applaudissements, des validations. La discipline, elle, avance même dans le silence. Faire ce qui doit être fait sans être porté par l'émotion exige une forme de courage discret. Ce courage n'est pas spectaculaire, mais il est rare. Il consiste à se lever quand personne ne regarde, à travailler quand personne n'applaudit, à persévérer quand rien ne confirme encore l'effort. Haddock montre que ce courage-là est le véritable moteur des grandes trajectoires humaines. La discipline quotidienne protège aussi contre l'auto-illusion. Beaucoup se racontent qu'ils feront mieux plus tard, qu'ils s'engageront sérieusement quand les conditions seront idéales. Haddock démonte cette illusion. Les conditions idéales n'existent pas. La discipline commence toujours dans l'imperfection. Attendre d'être prêt, c'est souvent une manière élégante de ne jamais commencer. Celui qui se discipline accepte de progresser dans l'inconfort et l'incomplétude. Un autre aspect central est la simplicité de la discipline. Elle ne demande pas des actions complexes, mais des actions claires. Se lever à l'heure décidée, travailler à l'heure prévue, respecter ses engagements, répéter les fondamentaux. La discipline quotidienne ramène la réussite à des comportements concrets et mesurables. Elle enlève toute dimension mystique ou héroïque au succès. Haddock insiste sur ce réalisme presque dérangeant. Il n'y a rien de glamour dans la réussite durable, seulement de la constance.
La discipline quotidienne transforme également la relation à la fatigue. Beaucoup abandonnent non parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils sont mentalement épuisés par des décisions incessantes. La discipline réduit cette fatigue décisionnelle. Lorsque certaines actions deviennent automatiques, l'esprit se libère pour des choix plus importants. Haddock montre que la discipline est une économie d'énergie à long terme, même si elle semble coûteuse au début. La régularité forge aussi la résilience. Celui qui agit régulièrement développe une tolérance accrue aux obstacles. Les difficultés cessent d'être des raisons d'abandon et deviennent des éléments normaux du parcours. Haddock rappelle que les individus disciplinés ne sont pas insensibles à l'échec, mais ils ne le laissent pas interrompre leur rythme. Ils reprennent simplement le lendemain, sans drame ni justification excessive. Un point essentiel de cette leçon est la relation entre discipline et dignité. Faire ce qui doit être fait, même sans envie, est une manière de se tenir droit intérieurement. Cela crée une stabilité morale qui dépasse les résultats visibles. Haddock suggère que cette dignité intérieure est en soi une forme de réussite, indépendamment des gains matériels. Elle rend l'individu moins dépendant des circonstances et du regard extérieur. La discipline quotidienne agit également comme un filtre naturel. Elle élimine progressivement les objectifs irréalistes ou superficiels. Ce qui ne mérite pas un effort répété finit par disparaître de lui-même. À l'inverse, ce qui est vraiment important résiste à l'épreuve du temps et de la répétition. Haddock montre que la discipline clarifie les priorités sans effort intellectuel excessif. Le corps et l'esprit révèlent ce qui compte réellement parce qu'ils acceptent de répéter. Beaucoup craignent que la discipline tue la créativité ou la spontanéité. Haddock affirme le contraire. La discipline crée un cadre dans lequel la créativité peut s'exprimer durablement. Sans structure, la créativité s'éparpille et s'épuise. Avec une discipline stable, elle devient productive. Les grandes œuvres humaines, dans tous les domaines, sont presque toujours le fruit d'une discipline invisible plutôt que d'élan spontané. La réussite comme habitude implique également une relation honnête avec soi-même. La discipline ne tolère pas les excuses répétées. Elle oblige à reconnaître les écarts sans se justifier excessivement. Haddock insiste sur l'importance de reprendre immédiatement après une rupture de discipline. L'échec ponctuel n'est pas grave, l'abandon l'est. Cette capacité à revenir sans se juger excessivement est une marque de maturité. La discipline quotidienne enseigne enfin l'humilité. Elle rappelle que la grandeur se construit dans les détails. Ceux qui méprisent les petites actions n'atteignent jamais les grandes. Haddock observe que les individus réellement accomplis parlent rarement de leurs sacrifices quotidiens, car ils les considèrent comme normaux. À l'inverse, ceux qui échouent parlent souvent beaucoup de ce qu'ils pourraient faire s'ils avaient plus de temps, plus d'énergie ou plus de chance. Cette leçon révèle donc le véritable secret caché. La réussite n'est pas un mystère réservé à quelques élus. Elle est accessible à ceux qui acceptent de transformer leurs intentions en habitudes. La discipline quotidienne est la forme la plus concrète de cette transformation. Elle ne promet pas une vie facile, mais une vie cohérente. Elle ne garantit pas le succès immédiat, mais elle rend l'échec durable impossible. Haddock conclut implicitement que la discipline est un choix quotidien, renouvelé chaque matin. Elle ne repose pas sur la perfection, mais sur la persistance. Celui qui comprend cela cesse de chercher des révélations spectaculaires. Il se concentre sur l'essentiel, faire aujourd'hui ce qu'il s'est engagé à faire,
puis recommencer demain. C'est ainsi que la réussite cesse d'être un rêve lointain et devient une conséquence naturelle d'une vie organisée de l'intérieur. Leçon 4. Le travail concentré contre l'agitation stérile. Le monde moderne glorifie l'agitation. Être occupé est devenu un signe de valeur, presque une preuve de sérieux. Les agendas saturés, les journées fragmentées, les notifications incessantes donnent l'illusion du mouvement. Pourtant, ad hoc et formel. Travailler beaucoup ne signifie pas avancer. Il existe une différence radicale entre l'effort dispersé et l'effort dirigé. Cette leçon vise précisément à élever le niveau de compréhension et d'exigence, en montrant que la réussite appartient rarement aux plus agités, mais presque toujours aux plus concentrés. L'agitation stérile est une activité sans direction claire. Elle remplit le temps sans produire de transformation réelle. Beaucoup passent leur journée à répondre, réagir, ajuster, corriger, sans jamais s'arrêter pour se demander si leurs actions les rapprochent réellement de ce qu'ils veulent construire. Haddock souligne que cette agitation donne une sensation trompeuse d'utilité. On se sent actif, parfois épuisé, mais intérieurement vide de progression. Le corps est fatigué, l'esprit confus, et les résultats restent faibles. Le travail concentré, à l'inverse, est silencieux. Il n'a pas besoin d'être visible pour être efficace. Il se caractérise par une clarté d'intention, une sélection rigoureuse des tâches et une capacité à ignorer le reste. Haddock insiste sur un point essentiel. L'énergie humaine est limitée. Ce n'est pas celui qui dépense le plus d'énergie qui avance le plus, mais celui qui la canalise avec précision. La concentration n'est pas une intensité brutale, c'est une orientation constante. Beaucoup confondent volume de travail et valeur du travail. Ils pensent que multiplier les heures compense le manque de direction. Haddock démonte cette croyance. 10 heures de travail dispersées peuvent produire moins qu'une heure d'effort profondément concentré. La différence ne se voit pas immédiatement, mais elle s'accumule avec le temps. Celui qui travaille concentré construit, celui qui s'agite entretient l'illusion de l'effort. La dispersion est l'un des sabotages les plus invisibles. Elle ne ressemble pas à un échec franc, mais à une lente érosion de la capacité à produire quelque chose de significatif. Passer d'une tâche à une autre, d'un projet à un autre, d'une idée à une autre, empêche toute profondeur. Haddock explique que la profondeur est la condition de toute création de valeur durable. Sans elle, l'individu reste à la surface des choses, même après des années d'activité. La dispersion est souvent justifiée par des arguments rationnels en apparence. On dit qu'il faut être polyvalent, réactif, adaptable. Haddock ne nie pas l'importance de l'adaptation, mais il rappelle que l'adaptation sans axe central mène à la dilution. Celui qui veut tout faire finit par ne rien faire pleinement. La dispersion fragmente l'identité professionnelle et intérieure. Elle empêche l'émergence d'une compétence forte, reconnaissable et maîtrisée. Le travail concentré exige un choix, et le choix implique une renonciation. C'est ici que beaucoup échouent. Renoncer à certaines opportunités, à certaines sollicitations, à certaines distractions, provoque une peur sourde. Peur de manquer, peur d'être oublié, peur de ne pas tout exploiter. Haddock montre que cette peur est le moteur secret de l'agitation. On s'agite pour se rassurer. On remplit le vide par le mouvement. Mais ce mouvement empêche précisément l'élévation recherchée. Élever le niveau signifie accepter de faire moins, mais mieux. Cela demande une maturité intérieure. Le travail concentré
oblige à se confronter à soi-même, car il n'y a plus de fuite possible dans la distraction. Quand l'esprit est focalisé sur une seule tâche essentielle, les résistances intérieures apparaissent clairement. L'ennui, le doute, l'inconfort deviennent visibles. Haddock explique que beaucoup préfèrent l'agitation justement pour éviter cette confrontation intérieure. L'effort dirigé repose sur une question simple mais exigeante. Qu'est-ce qui compte vraiment? Sans réponse claire, la concentration est impossible. Haddock insiste sur l'importance de définir des priorités nettes. Une priorité n'est pas ce qui est urgent, mais ce qui a le plus d'impact à long terme. L'agitation est souvent gouvernée par l'urgence, la concentration par la vision. Celui qui confond les deux passe sa vie à éteindre des feux sans jamais bâtir. Le travail concentré transforme également la relation au temps. Il introduit des blocs de silence, de continuité, de profondeur. Dans ces espaces, l'esprit cesse de réagir et commence à créer. Haddock observe que les avancées significatives se produisent rarement dans la précipitation. Elles émergent dans des moments où l'attention est stable, presque immobile. Cette stabilité est devenue rare et donc précieuse. Se rendre rare est une stratégie autant mentale que pratique. Haddock ne parle pas seulement de réduire les interactions extérieures, mais de réduire l'exposition inutile. Être constamment disponible fragmente l'attention. Chaque interruption, même brève, laisse une trace. Le retour à la concentration demande du temps et de l'énergie. Celui qui accepte d'être moins accessible protège sa capacité à produire quelque chose de valable. Ce choix est souvent mal compris, mais il est essentiel. Le calme est un autre pilier du travail concentré. L'agitation intérieure empêche la précision. Haddock montre que la précipitation conduit à des erreurs, des approximations, des décisions mal alignées. Le calme ne signifie pas lenteur, mais absence de bruit intérieur. Quand l'esprit est calme, l'action devient précise. Chaque geste a une intention claire. Chaque effort est mesuré. Cette précision est un multiplicateur de résultats. La précision dans l'action distingue les individus de haut niveau. Ils ne font pas plus, ils font juste. Ils savent quand agir et quand s'abstenir. Haddock insiste sur cette capacité à dire non. Dire non à ce qui disperse, même si cela semble productif à court terme. La réussite durable repose autant sur ce que l'on refuse de faire que sur ce que l'on entreprend. L'agitation ignore cette vérité, la concentration l'incarne. Un autre aspect central est la qualité de présence. Le travail concentré implique d'être pleinement présent à ce que l'on fait. Beaucoup travaillent physiquement sur une tâche tout en étant mentalement ailleurs. Cette division interne réduit drastiquement l'efficacité. Haddock rappelle que l'esprit humain ne peut pas être pleinement engagé sur plusieurs fronts à la fois. La présence totale est rare, mais elle produit des résultats disproportionnés. La dispersion agit aussi comme un anesthésiant. Elle empêche de mesurer honnêtement ses progrès. Quand tout est fragmenté, il devient difficile de savoir ce qui fonctionne réellement. Le travail concentré, au contraire, permet une évaluation claire. On voit ce qui avance, ce qui bloque, ce qui doit être ajusté. Cette lucidité est indispensable pour élever le niveau de jeu. Haddock met en garde contre une illusion fréquente, croire que l'intensité compense le manque de clarté. Travailler avec acharnement sur une mauvaise direction ne mène qu'à l'épuisement. L'effort dirigé commence toujours par une orientation juste. Sans elle, même la discipline la plus rigoureuse produit peu. La concentration n'est pas seulement une question de temps, mais de direction.
Le travail concentré renforce également la cohérence intérieure. Quand les actions sont alignées avec une intention claire, l'individu ressent moins de tension interne. L'agitation, en revanche, crée un conflit permanent entre ce que l'on fait et ce que l'on sait être important. Ce conflit use l'énergie psychique. Haddock montre que beaucoup sont fatigués non par le travail, mais par l'incohérence. Se rendre calme et précis dans l'action est aussi une forme de respect. Respect pour son temps, pour son énergie, pour ses objectifs. Haddock insiste sur cette dimension éthique du travail concentré. Gaspiller son attention est une forme de négligence envers soi-même. À l'inverse, la protéger est un acte de responsabilité personnelle. Cette leçon révèle enfin que l'élévation ne vient pas de l'accumulation, mais de l'épuration. Élever le niveau, c'est retirer le superflu, réduire le bruit, affiner l'essentiel. Le travail concentré est une discipline de soustraction. Chaque distraction éliminée renforce la puissance de ce qui reste. Haddock montre que cette logique va à l'encontre de la culture dominante, mais qu'elle est universellement valable. L'agitation stérile est séduisante parce qu'elle est socialement valorisée. Le travail concentré est discret, parfois incompris. Pourtant, l'histoire montre que les réalisations majeures naissent presque toujours de périodes de concentration profonde. Ceux qui la pratiquent acceptent d'être moins visibles à court terme pour être plus solides à long terme. Cette leçon invite donc à un changement radical de posture. Cesser de confondre mouvement et progrès. Remplacer l'agitation par l'intention, la dispersion par la direction, le bruit par le calme. Haddock ne promet pas que ce chemin est facile, mais il affirme qu'il est efficace. Le travail concentré n'est pas une technique parmi d'autres, c'est une manière d'être face à l'effort et à la vie. En comprenant cela, l'individu cesse de courir après l'illusion de l'activité permanente. Il apprend à se rendre rare, calme et précis. Il élève naturellement son niveau, non par la force brute, mais par la maîtrise de son attention. C'est ainsi que l'effort devient véritablement productif et que l'action cesse d'être stérile pour devenir créatrice de résultats réels et durables. Leçon 5. La responsabilité totale. Aucune réussite sans maturité intérieure. La responsabilité totale est le seuil que peu acceptent de franchir, et pourtant, elle constitue le véritable point de bascule entre une vie subie et une vie construite. Haddock est catégorique. Aucune réussite durable n'est possible sans maturité intérieure. Tant que l'individu cherche à expliquer ses résultats par les circonstances, les autres, la chance ou le contexte, il reste prisonnier d'une posture infantile. La réussite commence précisément à l'instant où l'excuse disparaît, non parce que le monde devient soudainement juste, mais parce que l'esprit cesse de se disperser dans la plainte. Accuser les circonstances est un réflexe profondément humain. Cela apaise temporairement l'ego, protège l'image de soi et évite la douleur de la remise en question. Pourtant, Haddock montre que ce réflexe a un coût immense. Il retire à l'individu son pouvoir. Chaque fois que l'on attribue ses échecs à un facteur extérieur, on cède son autorité intérieure. On devient spectateur de sa propre vie, attendant que les conditions changent au lieu de se transformer soi-même. La responsabilité totale ne signifie pas nier l'existence des obstacles, des injustices ou des contraintes réelles. Elle signifie refuser d'en faire des excuses. Il y a une différence fondamentale entre reconnaître une difficulté et s'y réfugier. Haddock insiste sur cette nuance. Le monde n'est pas équitable, mais la réussite ne dépend pas de l'équité du monde.
Elle dépend de la capacité intérieure à répondre avec maturité à ce qui est donné. Le succès commence quand l'excuse disparaît parce que l'énergie jusque-là gaspillée dans la justification devient disponible pour l'action. Tant que l'on explique pourquoi l'on ne peut pas, on ne cherche pas comment l'on pourrait. La responsabilité transforme la question intérieure. On passe de « pourquoi cela m'arrive » à « qu'est-ce que je fais avec ce qui m'arrive ?» Ce simple déplacement mental change radicalement la trajectoire d'une vie. Se considérer comme cause plutôt que comme victime est l'un des actes les plus exigeants qui soient. Cela demande de regarder en face ses choix passés, ses habitudes, ses renoncements silencieux. Haddock montre que beaucoup préfèrent la posture de victime non par faiblesse, mais par confort psychologique. Être victime dispense de responsabilité. Être cause oblige à agir, à décider, à assumer les conséquences. La responsabilité totale implique une maturité émotionnelle. Il ne s'agit plus de réagir impulsivement, mais de répondre consciemment. Réagir, c'est laisser l'extérieur dicter l'intérieur. Répondre, c'est agir à partir d'un centre stable. Haddock souligne que cette stabilité ne naît pas de la suppression des émotions, mais de leur intégration. La maturité intérieure permet de ressentir sans être dominé, de comprendre sans se justifier. Accuser les autres est souvent une tentative inconsciente de préserver une image idéalisée de soi. Si l'échec vient de l'extérieur, alors l'identité reste intacte. Haddock démonte ce mécanisme avec sobriété. Il explique que la véritable force morale commence quand l'on accepte de voir ses propres limites sans s'y identifier. Reconnaître une faiblesse n'est pas s'y réduire, c'est ouvrir la possibilité de la transformer. La responsabilité totale clarifie également la relation à l'effort. Tant que l'on se perçoit comme victime, l'effort est vécu comme une contrainte injuste. Quand on se perçoit comme cause, l'effort devient un investissement. Haddock insiste sur ce changement de perspective. La réussite durable repose sur des efforts consentis, non sur des efforts subis. La responsabilité intérieure transforme le sens même du travail. La force morale est le socle invisible de toute réussite durable. Elle ne se mesure pas immédiatement, mais elle soutient tout l'édifice. Haddock décrit cette force comme la capacité à rester fidèle à ses engagements, même en l'absence de reconnaissance immédiate. Celui qui manque de force morale peut connaître des succès rapides, mais il s'effondre dès que les conditions deviennent difficiles. La responsabilité totale forge cette solidité intérieure. Se déresponsabiliser fragilise l'identité. Chaque excuse répétée affaiblit la confiance en soi, même si cela n'est pas conscient. Haddock montre que l'esprit sait quand il se ment. À long terme, cette dissonance intérieure génère une fatigue morale profonde. À l'inverse, assumer sa responsabilité, même dans l'échec, renforce l'estime de soi. On se respecte davantage quand on se traite comme un adulte capable de choix. La responsabilité totale exige aussi une honnêteté radicale. Elle oblige à distinguer ce qui dépend réellement de soi de ce qui n'en dépend pas, sans utiliser cette distinction pour se dédouaner. Haddock insiste sur ce point. Reconnaître qu'une chose n'est pas sous notre contrôle ne signifie pas abandonner toute responsabilité, mais ajuster intelligemment son action. La maturité intérieure réside dans cette lucidité. Le succès devient alors un processus cohérent. Chaque action est reliée à une intention claire. Chaque résultat, qu'il soit positif ou négatif, est utilisé comme information plutôt que comme verdict. Haddock
montre que les esprits responsables apprennent de tout. Ils ne dramatisent pas l'échec, ils l'analysent. Ils ne s'enivrent pas du succès, ils le consolident. Se considérer comme cause change également la relation aux autres. On cesse d'attendre qu'ils valident, soutiennent ou facilitent constamment. Cela ne signifie pas devenir isolé ou arrogant, mais autonome intérieurement. Haddock souligne que cette autonomie est souvent mal comprise. Elle n'est pas un rejet des autres, mais une absence de dépendance psychologique. La responsabilité totale met fin à la plainte chronique. La plainte est une énergie stagnante. Elle ne transforme rien, elle entretient l'impuissance. Haddock observe que beaucoup confondent lucidité et plainte. Être lucide, c'est voir clairement les faits. Se plaindre, c'est s'y enfermer. La maturité intérieure choisit la lucidité sans la plainte. Cette posture transforme aussi la perception du temps. Celui qui se vit comme victime attend que demain soit différent. Celui qui se vit comme cause agit aujourd'hui, même imparfaitement. Haddock montre que la réussite appartient rarement à ceux qui attendent les conditions idéales. Elle appartient à ceux qui prennent la responsabilité de commencer avec ce qui est disponible. La responsabilité totale n'est pas une charge écrasante, contrairement à ce que l'on croit. Elle est au contraire libératrice. Elle retire à l'individu le poids de l'attente et de la justification. Elle recentre l'énergie sur ce qui peut être fait ici et maintenant. Haddock insiste sur ce paradoxe. Plus on assume, plus on se sent léger intérieurement. La maturité intérieure implique également d'accepter les conséquences de ses choix sans se condamner. Il ne s'agit pas de culpabilité, mais de cohérence. La culpabilité paralyse, la responsabilité mobilise. Haddock distingue clairement les deux. La culpabilité regarde le passé avec jugement. La responsabilité regarde le présent avec lucidité et le futur avec intention. La force morale se manifeste dans la constance. Celui qui est responsable ne change pas de direction à chaque difficulté. Il ajuste, mais ne fuit pas. Haddock montre que cette constance est souvent interprétée comme de l'entêtement par ceux qui manquent de maturité intérieure. En réalité, elle est le signe d'un axe intérieur stable. En cessant d'accuser les circonstances, l'individu découvre un pouvoir inattendu, celui de transformer même les contraintes en levier. Haddock ne promet pas que tout devient facile, mais il affirme que tout devient formateur. Chaque obstacle devient une occasion de renforcer la force morale, la clarté et la discipline. Cette leçon révèle enfin que la responsabilité totale est une forme de respect envers soi-même. Se traiter comme une cause, c'est reconnaître sa capacité à influencer sa trajectoire. Se traiter comme une victime, c'est se réduire. Haddock affirme que la réussite durable est indissociable de cette dignité intérieure. En intégrant cette compréhension, l'individu cesse d'attendre que le monde change pour commencer à vivre pleinement. Il accepte de porter le poids de ses choix, non comme un fardeau, mais comme un privilège. La responsabilité totale devient alors non seulement la condition de la réussite, mais la preuve d'une maturité intérieure accomplie, capable de soutenir des résultats solides, cohérents et durables dans le temps. Leçon 6. Le temps et la patience. Les alliés des gagnants silencieux. Le temps est l'un des éléments les plus mal compris dans la quête de réussite. La majorité le perçoit comme un ennemi, un obstacle, une lenteur injuste entre le désir et le résultat. Haddock adopte une vision radicalement différente. Le temps n'est pas contre l'homme ambitieux, il est son allié le plus fidèle.
La patience n'est pas une attente passive, mais une forme de puissance intérieure que seuls les esprits mûrs savent cultiver. Les gagnants silencieux ne se distinguent pas par la vitesse de leur début, mais par la constance de leur trajectoire. Pourquoi les impatients abandonnent-ils presque toujours? Parce qu'ils confondent mouvement et progrès. L'impatience crée l'illusion de l'action, mais elle fragmente l'effort. L'esprit impatient veut des preuves rapides pour se rassurer. Il exige des résultats visibles avant même que les fondations ne soient solides. Haddock montre que cette exigence trahit une fragilité intérieure, le besoin constant de confirmation extérieure. Dès que les signes tardent, la motivation s'effondre, non parce que l'objectif était mauvais, mais parce que la structure intérieure était insuffisante. La patience, telle que décrite par Haddock, n'est jamais synonyme de lenteur molle. Elle est une discipline. Construire sans précipitation signifie agir avec méthode, accepter que certaines transformations demandent du temps parce qu'elles sont profondes. Ce qui se modifie rapidement se défait souvent avec la même rapidité. Le temps agit comme un test silencieux. Il révèle la sincérité de l'engagement. Celui qui persévère quand l'enthousiasme initial s'est dissipé prouve que sa volonté n'était pas superficielle. Le temps est un filtre naturel des volontés faibles. Cette idée traverse toute la pensée de Haddock. Beaucoup veulent réussir, peu acceptent la durée qu'exige la réussite. Le temps élimine sans bruit ceux qui cherchent des raccourcis, des méthodes miracles ou des validations immédiates. Il ne punit pas, il trie. Il laisse passer ceux qui sont prêts à devenir la personne capable de porter les résultats qu'il désire. Maintenir le cap quand personne ne regarde est l'un des actes les plus difficiles et les plus nobles. Lorsque les regards, les encouragements et les applaudissements disparaissent, il ne reste que la relation que l'on entretient avec soi-même. Haddock insiste sur ce point. La réussite durable se construit dans l'invisible. Les heures silencieuses, les efforts non reconnus, les progrès imperceptibles sont la matière première des grandes trajectoires. Celui qui n'agit que lorsqu'il est vu reste dépendant. Celui qui agit dans l'ombre devient libre. Le temps révèle aussi la qualité de l'intention. Une intention authentique résiste à l'épreuve de la durée. Une intention superficielle se dissout dans la frustration. Haddock observe que l'impatience est souvent le symptôme d'un objectif mal intégré. Quand le but est profondément aligné avec l'identité, l'effort prolongé ne devient pas un supplice, mais une expression naturelle de soi. À l'inverse, lorsque l'objectif est imposé par la comparaison ou l'ego, chaque délai devient insupportable. La patience transforme la relation à l'échec. Celui qui veut tout de suite, interprète le moindre revers comme un signe d'incompétence ou d'injustice. Celui qui comprend le temps voit l'échec comme une étape informative. Haddock explique que le temps permet de digérer l'expérience, d'en extraire les leçons, d'ajuster la direction sans abandonner la vision. L'impatience dramatise, la patience contextualise. Construire sans précipitation, c'est aussi respecter les rythmes naturels de l'apprentissage. Toute compétence sérieuse demande une phase d'inconfort, de maladresse, d'incertitude. L'impatient fuit cette phase parce qu'elle blesse son image de lui-même. Haddock montre que les gagnants silencieux acceptent d'être débutants plus longtemps que les autres. Ils tolèrent l'imperfection temporaire parce qu'ils visent la maîtrise durable. Le temps agit également comme un révélateur de caractère. Maintenir une direction sur la durée exige une stabilité émotionnelle que peu possèdent au départ.
Les humeurs, les doutes, les comparaisons surgissent inévitablement. Haddock insiste. La patience n'élimine pas ces fluctuations, elle empêche qu'elles dictent les décisions. Le gagnant silencieux ne nie pas ses doutes, il refuse simplement de leur donner le gouvernail. L'impatience pousse à multiplier les projets, à changer constamment de stratégie, à confondre adaptation et agitation. Haddock critique cette dispersion moderne. Le temps récompense la continuité, non l'éparpillement. Maintenir le cap ne signifie pas être rigide, mais rester fidèle à l'essentiel tout en ajustant les moyens. Cette nuance est cruciale. Beaucoup abandonnent trop tôt parce qu'ils confondent la nécessité d'ajuster avec l'obligation de renoncer. Le temps permet aussi de développer une autorité intérieure. Quand on persévère longtemps dans une direction choisie, on cesse progressivement de dépendre de l'approbation extérieure. L'identité se solidifie. Haddock souligne que cette autorité est invisible, mais perceptible. Elle se manifeste dans la posture, la parole, la manière d'agir. Les gagnants silencieux n'ont pas besoin de convaincre, leur cohérence parle pour eux. Pourquoi tant de personnes abandonnent-elles juste avant que les résultats n'apparaissent? Haddock explique que le temps possède une phase de latence trompeuse. Les efforts accumulés ne produisent pas immédiatement d'effets visibles. Cette période est la plus dangereuse pour l'impatient. Il a l'impression de travailler dans le vide. En réalité, les racines se développent sous la surface. Celui qui abandonne à ce moment précis détruit ce qu'il était en train de bâtir. La patience est également une forme de courage. Il faut du courage pour continuer sans garantie, pour avancer sans certitude de récompense immédiate. Haddock montre que ce courage n'est pas bruyant. Il ne se manifeste pas par des gestes spectaculaires, mais par une fidélité quotidienne à l'effort. Cette fidélité forge une force intérieure que rien ne peut simuler. Le temps enseigne aussi l'humilité. Il rappelle à l'homme qu'il ne contrôle pas tout, mais qu'il peut orienter beaucoup. Cette acceptation apaise l'esprit. L'impatient lutte contre le temps, le patient travaille avec lui. Haddock insiste sur cette alliance subtile. Quand l'homme cesse de vouloir forcer les résultats, il devient plus attentif à la qualité de ses actions. La précipitation sacrifie la qualité au profit de la vitesse. La patience protège l'essentiel. Maintenir le cap quand personne ne regarde développe une intégrité rare. On agit alors non pour l'image, mais par fidélité à ses propres standards. Haddock considère cette intégrité comme l'un des piliers invisibles de la réussite durable. Celui qui dépend du regard extérieur est vulnérable aux modes, aux opinions, au découragement. Celui qui agit dans le silence devient inébranlable. Le temps est aussi un allié parce qu'il amplifie ce qui est cohérent. Une mauvaise stratégie peut produire des résultats rapides mais instables. Une bonne stratégie, alignée avec des valeurs solides, produit des résultats lents mais cumulés. Haddock souligne que la réussite véritable est cumulative. Chaque effort patient ajoute une couche de solidité. Rien n'est perdu, même si tout n'est pas immédiatement visible. L'impatience est souvent liée à la comparaison. En observant les succès apparents des autres, l'esprit s'agite. Haddock met en garde contre cette illusion. On ne voit jamais le temps invisible des autres, leurs années de préparation, leurs échecs silencieux, leurs sacrifices discrets. Comparer son milieu à la vitrine d'autrui nourrit l'abandon. La patience recentre sur son propre rythme. Le temps permet enfin de vérifier si l'objectif est réellement désirable. Ce qui n'est soutenu que par l'excitation initiale s'éteint.
Ce qui est porté par une vision profonde se renforce. Haddock explique que cette sélection naturelle est bénéfique. Elle évite de construire une réussite vide de sens. Le gagnant silencieux ne cherche pas seulement à réussir, il cherche à durer sans se perdre. Comprendre le rôle du temps transforme la relation à la réussite. Elle cesse d'être une course pour devenir une construction. Chaque jour devient une brique, même modeste. Haddock insiste sur cette image. La patience donne du poids à chaque action, même minuscule. L'impatience méprise les petits pas, mais ce sont eux qui traversent les longues distances. Le temps enseigne aussi la sobriété. À force de persévérer, l'individu apprend à se contenter de progrès réels plutôt que de promesses excitantes. Haddock voit dans cette sobriété un signe de maturité. Elle protège contre les illusions et les engagements irréfléchis. Celui qui comprend le temps devient sélectif dans ses choix, précis dans ses efforts. Les gagnants silencieux acceptent que certaines récompenses arrivent tard, parfois très tard. Mais quand elles arrivent, elles sont stables, intégrées, alignées. Haddock affirme que cette stabilité vaut toutes les réussites rapides et fragiles. La patience transforme le succès en prolongement naturel de l'être, non en masque social. En définitive, le temps et la patience ne sont pas des contraintes imposées de l'extérieur, mais des lois intérieures de toute réussite durable. Les impatients abandonnent parce qu'ils cherchent des preuves avant de devenir. Les gagnants silencieux persistent parce qu'ils comprennent que devenir précède toujours l'avoir. Maintenir le cap quand personne ne regarde n'est pas un sacrifice inutile, c'est l'acte fondateur de toute victoire réelle. Celui qui accepte cette loi cesse de lutter contre le temps et commence à l'utiliser comme un allié discret, fidèle et implacable au service de sa trajectoire. Leçon 7. L'échec comme partie intégrante du chemin. L'échec est l'un des mots les plus redoutés dans le parcours humain, et pourtant l'un des plus mal compris. Haddock le traite non comme une anomalie, mais comme une composante structurelle de toute réussite authentique. Là où l'esprit immature voit une fin, l'esprit formé voit un ajustement. Cette différence de perception sépare ceux qui s'effondrent au premier revers de ceux qui avancent avec lucidité, même blessés, même ralentis, mais jamais brisés. Redéfinir l'échec est la première étape de la maturité intérieure. Tant que l'échec est perçu comme une condamnation personnelle, il détruit l'élan. Il devient une attaque contre l'identité. Haddock insiste sur ce point fondamental. L'échec ne parle pas de la valeur de l'individu, mais de l'adéquation entre une action, une méthode et un contexte. Le confondre avec une sentence définitive est une erreur intellectuelle avant d'être émotionnelle. Ceux qui réussissent à long terme ont intégré cette distinction très tôt, parfois douloureusement. Pourquoi ceux qui réussissent échouent-ils mieux? Parce qu'ils ne sacralisent ni leur succès ni leur revers. Ils considèrent chaque tentative comme une information. L'échec devient alors une donnée, non un drame. Haddock montre que cette posture n'est pas innée. Elle se construit par un travail intérieur précis, apprendre à séparer l'ego de l'action. Quand l'ego est trop impliqué, chaque échec devient une humiliation. Quand l'ego est à sa place, l'échec devient une correction. L'un des pièges majeurs est de vouloir éviter l'échec à tout prix. Cette stratégie produit une prudence excessive, une paralysie déguisée en sagesse. Haddock observe que beaucoup préfèrent ne rien tenter plutôt que de risquer de se tromper. En apparence,
ils se protègent. En réalité, ils s'appauvrissent. L'absence d'échec n'est pas un signe de maîtrise, mais souvent un signe d'inaction. Toute progression réelle implique une zone d'incertitude où l'erreur est possible, parfois inévitable. Apprendre sans se briser est une compétence centrale. L'échec mal digéré engendre l'amertume, la rancœur ou le renoncement. L'échec bien intégré produit la précision. Haddock explique que la clé réside dans la posture mentale adoptée après la chute. Se demander « qu'est-ce que cela m'apprend ?» plutôt que « pourquoi moi ?» change radicalement la trajectoire. La première question ouvre, la seconde enferme. La résilience n'est pas une résistance aveugle. Elle est une intelligence pratique. Être résilient ne signifie pas encaisser sans réfléchir, mais ajuster sans abandonner. Haddock insiste sur cette nuance essentielle. Certains confondent résilience et entêtement. Ils répètent les mêmes erreurs avec obstination, persuadés que la persévérance suffit. Or, la vraie résilience intègre l'apprentissage. Elle modifie la stratégie tout en préservant la direction. L'échec révèle aussi les motivations profondes. Lorsque le revers survient, les raisons superficielles s'effondrent. Ce qui reste est l'essentiel. Haddock montre que cette épuration est nécessaire. Elle permet de distinguer les désirs empruntés des volontés authentiques. Beaucoup découvrent, à travers l'échec, que ce qu'ils poursuivaient n'était pas réellement le leur. Cette prise de conscience, bien que douloureuse, évite des années d'efforts mal orientés. Il existe une différence fondamentale entre échouer et se sentir vaincu. L'échec est un événement. La défaite est une interprétation. Haddock insiste sur cette séparation. Tant que l'individu confond les deux, il se condamne à une instabilité émotionnelle permanente. Celui qui comprend que l'échec est temporaire et spécifique conserve sa capacité d'action intacte. Celui qui en fait une identité perd toute initiative. Pourquoi l'échec est-il si difficile à accepter? Parce qu'il heurte l'image que l'on se fait de soi. Haddock souligne que l'orgueil mal placé est l'ennemi silencieux de la progression. L'orgueil refuse l'erreur, nie la faiblesse, rejette la remise en question. À l'inverse, l'humilité active accueille l'échec comme un messager, non pour s'auto-flageller, mais pour s'affiner. L'échec bien compris accélère paradoxalement la réussite. Chaque erreur évitée par la lucidité réduit le temps perdu dans des directions stériles. Haddock observe que les parcours les plus solides sont rarement linéaires. Ils sont faits de détours, de corrections, de pauses forcées. Ces irrégularités ne sont pas des défauts, mais des ajustements nécessaires à la complexité du réel. Apprendre sans se briser implique aussi de gérer l'émotion associée à l'échec. Le choc, la déception, parfois la honte, sont des réactions naturelles. Haddock ne prône pas leur suppression, mais leur traversée consciente. Refouler l'émotion la transforme en blocage durable. La vivre sans s'y identifier permet de la dissoudre. Cette compétence émotionnelle distingue les individus mûrs de ceux qui restent prisonniers de leurs réactions. L'échec met également à l'épreuve la discipline intérieure. Après un revers, deux tendances apparaissent, l'abandon ou la dispersion. Haddock met en garde contre les deux. Abandonner par découragement est évident. Se disperser pour éviter de regarder l'échec en face est plus subtil, mais tout aussi destructeur. Multiplier les projets, changer constamment d'objectif, donne l'illusion de repartir, alors qu'il s'agit souvent d'une fuite. Ceux qui réussissent échouent mieux, parce qu'ils prennent le temps de comprendre. Ils analysent sans se condamner.
Ils ajustent sans se justifier. Haddock insiste sur cette sobriété intellectuelle. L'échec n'exige ni excuses interminables, ni discours dramatiques. Il exige une lecture honnête de la situation. Cette honnêteté est inconfortable, mais libératrice. La résilience comme intelligence pratique se manifeste aussi dans la capacité à préserver l'énergie vitale. Un échec mal vécu épuise. Un échec bien intégré renforce. Haddock observe que certains sortent d'un revers plus clair, plus précis, plus déterminé qu'avant. Non parce qu'ils sont insensibles, mais parce qu'ils ont appris à ne pas gaspiller leur énergie dans l'auto-accusation. L'échec joue un rôle pédagogique que le succès ne peut remplir. Le succès rassure, mais il aveugle parfois. Il peut masquer des fragilités structurelles. L'échec, lui, met en lumière ce qui ne fonctionne pas. Haddock considère cette fonction comme indispensable. Sans échec, l'individu risque de bâtir sur des fondations fragiles, convaincu à tort de sa solidité. Redéfinir l'échec permet également de sortir de la comparaison. Beaucoup vivent leur revers comme une preuve d'infériorité par rapport aux autres. Haddock rappelle que chaque trajectoire est singulière. Comparer son échec à la réussite apparente d'autrui est une erreur de perspective. On ne voit jamais les échecs invisibles des autres, seulement leurs résultats visibles. L'échec apprend aussi la patience. Il oblige à ralentir, à revoir les bases, à consolider ce qui a été négligé. Haddock montre que cette lenteur forcée est souvent salvatrice. Elle évite des erreurs plus coûteuses à long terme. Celui qui accepte ce rythme imposé en tire un avantage. Celui qui le refuse s'épuise. La résilience n'est pas une posture héroïque, mais une habitude mentale. Elle se construit par de petits actes répétés. Se relever, ajuster, continuer. Haddock insiste sur cette simplicité. Il n'y a pas de secret spectaculaire. Il y a une constance discrète. Cette constance transforme progressivement la relation à l'échec. Ce qui était autrefois une menace devient un passage. L'échec révèle enfin le rapport à la vérité. Beaucoup préfèrent embellir, rationaliser, minimiser. Haddock appelle à une lucidité sans cruauté. Regarder l'échec tel qu'il est, sans phare, sans exagération. Cette clarté est rare, mais puissante. Elle permet de décider avec précision, non sous l'emprise de l'émotion. Dans le parcours de la réussite, l'échec n'est ni un ennemi ni un accident. Il est un mécanisme d'ajustement intégré au processus. Ceux qui réussissent échouent mieux parce qu'ils ont compris cette loi. Ils apprennent sans se briser parce qu'ils ont séparé leurs valeurs personnelles de leurs résultats temporaires. La résilience devient alors une intelligence pratique, une capacité à transformer chaque revers en affinage. Celui qui refuse l'échec se condamne à la stagnation. Celui qui l'intègre avec lucidité transforme chaque chute en point d'appui. Haddock nous rappelle que la réussite n'est pas l'absence d'échecs, mais la capacité à en faire un outil. Lorsque cette compréhension s'installe, l'échec perd son pouvoir destructeur. Il devient une étape, parfois rude, mais toujours utile, sur le chemin d'une réussite plus solide, plus consciente et plus durable. Leçon 8. La réussite comme état, pas comme trophée. La réussite est souvent vue comme un point d'arrivée, une accumulation de résultats visibles, une promotion, un compte bancaire bien garni, des honneurs ou des reconnaissances sociales. Haddock, cependant, renverse cette perception. Pour lui, la réussite ne se mesure pas à l'extérieur, elle se vit intérieurement. Elle est un état, un alignement, une manière d'être, bien plus qu'un trophée à exhiber. Ceux qui ne comprennent pas cette loi
passent leur vie à courir après des illusions, croyant qu'atteindre un objectif externe leur apportera la plénitude. Mais cette plénitude, comme Haddock le démontre, n'existe pas dans le monde visible. Elle naît de la cohérence entre l'esprit, le cœur et l'action. Comprendre la réussite comme état implique une discipline mentale et émotionnelle subtile mais exigeante. Il ne s'agit pas de se contenter d'un succès superficiel ou de se reposer sur un accomplissement ponctuel. La véritable réussite exige une constance, une attention aux détails de son comportement, de sa vision et de ses choix quotidiens. Haddock explique que la majorité des individus qui atteignent un objectif important retombent vite dans l'insatisfaction. La raison n'est pas l'échec externe, mais l'absence de préparation intérieure. Le monde extérieur reflète toujours l'état interne. Si l'esprit est agité, inquiet ou indécis, le succès sera éphémère ou insatisfaisant. Se tenir droit intérieurement, même sans reconnaissance, est la clé de cette réussite durable. Haddock insiste sur l'importance de la dignité personnelle silencieuse. La vraie grandeur ne se manifeste pas dans la célébration publique, mais dans la constance silencieuse de ses choix, dans la manière dont on répond aux défis, et dans la maîtrise de soi face à la tentation de se comparer aux autres. Ceux qui l'ignorent deviennent esclaves de l'approbation extérieure. Ils mesurent leur valeur à l'écho du monde, au lieu de la découvrir dans la solidité de leur propre esprit. Le succès extérieur, dans cette perspective, devient secondaire. Il n'est plus un objectif principal, mais un indicateur accessoire, le reflet naturel d'un état intérieur aligné. Haddock montre que lorsque l'on cultive cet état, les accomplissements apparaissent naturellement, presque comme une conséquence. L'obsession de la reconnaissance ou des trophées dévie l'énergie mentale et émotionnelle. Elle crée une tension, une insatisfaction constante et nourrit la peur de perdre ce que l'on a atteint. La réussite vraie, à l'inverse, ne dépend d'aucun miroir externe. Elle naît de la conscience du progrès intérieur. Haddock explore également la différence entre ceux qui réussissent superficiellement et ceux qui réussissent profondément. Les premiers accumulent des titres et des biens, mais restent vulnérables aux revers, aux critiques ou à la perte de statut. Les seconds, ceux qui ont compris la réussite comme état, conservent leur intégrité et leur équilibre, quels que soient les changements extérieurs. Ils développent un refuge intérieur que rien ni personne ne peut leur retirer. C'est cette capacité à rester complet, droit et aligné qui constitue le vrai succès. Ce point de vue transforme radicalement l'approche de l'action. Chaque décision n'est plus évaluée uniquement pour son résultat tangible, mais pour sa capacité à renforcer l'état de réussite intérieure. Chaque habitude, chaque pensée, chaque relation devient un outil pour stabiliser cet état. Haddock insiste sur l'importance de la répétition consciente. La réussite n'est pas ponctuelle, elle est le fruit de la constance dans l'alignement intérieur. Même dans les échecs ou les revers, cette perspective permet de rester maître de soi et de continuer à évoluer. Une autre dimension essentielle est la maîtrise de la perception. La majorité des humains jugent leur réussite par rapport aux autres, par comparaison. Haddock explique que cette approche est non seulement inutile, mais destructrice. L'alignement intérieur exige de se détacher de la compétition externe et de développer une échelle personnelle de valeurs et de mesures. La réussite devient alors une expérience personnelle, indépendante des fluctuations et des opinions du monde extérieur. Enfin, Haddock met en avant la paix intérieure
comme marqueur de la réussite réelle. Atteindre un objectif externe peut apporter de la joie momentanée, mais la paix intérieure persiste lorsque l'on vit selon ses principes, que l'on agit avec cohérence et que l'on maintient une clarté mentale constante. La réussite extérieure peut disparaître ou être remise en question par des circonstances imprévues, mais l'état intérieur reste intact. C'est cette stabilité qui distingue ceux qui vivent dans la véritable réussite de ceux qui ne font que la poursuivre. Ainsi, la réussite, selon Haddock, n'est jamais un trophée, mais une manière d'être, un état d'alignement, une cohérence intérieure durable. Chaque action, chaque décision, chaque pensée contribue à construire cet état. Celui qui l'intègre cesse de courir après le succès extérieur et découvre la plénitude et la force dans sa maîtrise de soi, dans sa constance et dans sa capacité à rester droit intérieurement, quelles que soient les circonstances. L'épanouissement durable n'est pas un point d'arrivée, c'est un chemin conscient. Leçon 9. Vivre selon le secret. Une vie alignée, simple et solide. Vivre selon le secret, comme Haddock le définit, ne consiste pas à accumuler des connaissances ou à multiplier les actions spectaculaires. Il s'agit d'intégrer profondément les principes de réussite intérieure et de cohérence dans chaque aspect de sa vie, de manière stable et silencieuse. La vie alignée n'est pas un concept abstrait. Elle se manifeste dans les décisions quotidiennes, dans le rythme de travail que l'on choisit, dans la manière dont on se comporte dans les relations et dans la constance de ses choix personnels. Ceux qui n'ont pas compris ce secret passent leur existence à courir après des objectifs extérieurs, souvent contradictoires, laissant l'agitation et les distractions définir leur expérience. Vivre selon le secret exige de reprendre le contrôle de sa perception, de ses pensées et de ses priorités, en faisant du calme intérieur et de la clarté mentale la fondation de chaque action. La simplicité est l'un des piliers de cette approche. Haddock insiste sur le fait qu'une vie encombrée par des excès d'objectifs, de désirs et de distractions ne peut jamais refléter la véritable réussite. Une existence alignée ne signifie pas renoncer à l'ambition, mais savoir choisir ce qui mérite réellement son énergie. Les décisions ne sont plus prises par impulsion ou par imitation, mais par cohérence avec l'état intérieur que l'on souhaite maintenir. Chaque action devient un outil de consolidation de l'équilibre et de l'efficacité personnelle. L'énergie n'est pas dissipée dans des conflits inutiles, des comparaisons ou des distractions sociales, mais investie là où elle produit un impact réel et durable. La cohérence, selon Haddock, est la vraie puissance. Une personne qui vit dans la cohérence intérieure rayonne une stabilité et un calme que rien ne peut ébranler. Ce pouvoir silencieux n'a pas besoin de reconnaissance externe, de trophée ou de validation. Il est perceptible par l'effet qu'il produit sur la qualité des relations, sur la constance dans le travail et sur la capacité à rester maître de soi dans les situations imprévues. La cohérence transforme l'esprit en une force de direction, non plus en simple réacteur aux circonstances. Elle permet de prendre des décisions claires, de maintenir des habitudes productives et de créer un environnement favorable à la croissance personnelle et professionnelle. Vivre selon le secret implique également de comprendre que la réussite silencieuse est plus durable que la reconnaissance bruyante. La majorité des humains associe le succès à l'éclat social ou à la visibilité de leurs accomplissements. Haddock montre que cette approche mène à l'instabilité, à la dépendance au regard des autres et à la fragilité émotionnelle. En revanche,
Ceux qui cultivent un état intérieur solide et cohérent sont capables de maintenir leur standard et leur équilibre même lorsque le monde extérieur est chaotique ou critique. Cette stabilité intérieure est la vraie marque de la réussite, car elle garantit que la vie est dirigée par des choix réfléchis et des principes solides, plutôt que par la pression des circonstances. Appliquer ces principes au travail est essentiel pour transformer la productivité en réussite durable. Une personne alignée choisit les projets qui correspondent à ses valeurs et qui renforcent son état intérieur. Elle n'est pas esclave des modes, des distractions ou de la course au profit immédiat. Chaque tâche, même modeste, devient une occasion de pratiquer la discipline, la constance et la précision. Haddock insiste sur le fait que la qualité du travail produit par une personne intérieurement cohérente dépasse toujours celle obtenue par ceux qui manquent de structure intérieure, même si ces derniers sont plus visibles ou actifs. Dans les relations, l'application du secret prend une dimension particulière. Une vie alignée favorise des interactions claires, authentiques et stables. Les personnes qui vivent dans le secret choisissent leurs compagnons, collaborateurs et amis selon la compatibilité de valeurs et d'énergie, plutôt que selon des intérêts superficiels ou des pressions sociales. Cette approche minimise les conflits, les malentendus et les distractions émotionnelles. Elle permet également de développer un réseau de soutien qui renforce la cohérence personnelle et la croissance mutuelle. Les choix quotidiens, même petits, deviennent des instruments puissants pour stabiliser l'état intérieur. Chaque décision consciente, chaque action alignée avec ses principes, chaque refus de céder à la précipitation ou à l'agitation renforce la solidité mentale et émotionnelle. Haddock souligne que la maîtrise du quotidien est la condition préalable à toute réussite extérieure. Ceux qui négligent ce point se trouvent souvent entraînés par la turbulence de la vie, perdant l'énergie et le temps nécessaire pour atteindre leurs véritables objectifs. La vie alignée selon le secret n'exige pas la perfection, mais l'attention constante et la pratique consciente. Il ne s'agit pas de supprimer les émotions ou les désirs, mais de les harmoniser avec la vision de soi et de la vie que l'on souhaite incarner. Cette approche transforme le travail, les relations, les choix et les routines en un terrain fertile pour la manifestation du succès durable et silencieux. Ainsi, Haddock montre que vivre selon le secret n'est pas une théorie, mais une pratique quotidienne qui permet de devenir un point stable et puissant dans un monde souvent chaotique. La vie devient claire, simple et solide. Chaque action, chaque pensée et chaque décision contribuent à un alignement profond, transformant la réussite en état d'être, indépendant des fluctuations extérieures. La cohérence intérieure devient la véritable mesure de la réussite, et la vie alignée, simple et solide, devient la plus grande victoire. La véritable réussite, comme Haddock nous le révèle, ne se manifeste pas dans les éclats, les applaudissements ou les trophées extérieurs. Elle est silencieuse, intime et fidèle à l'état intérieur que l'on cultive chaque jour. Beaucoup cherchent des raccourcis, des techniques spectaculaires ou des révélations instantanées, croyant que le succès se mesure à l'effet produit sur le monde extérieur. Pourtant, cette approche mène invariablement à l'instabilité et à la dépendance au jugement d'autrui. Le secret que Haddock partage et que nous avons exploré dans ses leçons est simple mais exigeant. La réussite commence à l'intérieur. Chaque pensée, chaque émotion, chaque action répétée avec conscience et cohérence construit l'édifice invisible de la victoire. Cette victoire intérieure n'est pas magique. Elle ne dépend pas du hasard,
du talent apparent ou d'opportunités extérieures. Elle naît de la discipline, de la clarté mentale et de la constance silencieuse. Le véritable succès est une conséquence naturelle de l'alignement entre ce que l'on est profondément et ce que l'on choisit d'exprimer dans le monde. Celui qui cultive sa constance et son intégrité intérieure devient naturellement efficace et fiable. Il ne se laisse pas détourner par l'agitation sociale, les opinions des autres ou les distractions superficielles. La vie devient un terrain d'expérimentation consciente où chaque défi, chaque tâche et chaque interaction est un test de fidélité à soi-même. Être fidèle à soi-même implique de reconnaître que l'échec n'est pas un ennemi, mais un signal d'ajustement. Chaque revers, chaque erreur, chaque obstacle est un miroir qui révèle la qualité de notre discipline intérieure. La résilience, la patience et la persévérance ne sont pas des vertus optionnelles, mais des nécessités pour bâtir cette réussite silencieuse. Celui qui comprend cela cesse de courir après des résultats immédiats et spectaculaires. Il devient l'artisan de sa vie, façonnant son succès avec constance et profondeur, sans se laisser distraire par le paraître ou l'urgence. Le message central que Haddock nous lègue avec force est clair. Devenir quelqu'un de fiable envers soi-même est la clé. La discipline intérieure transforme la vie en un processus de création maîtrisé, où la constance dans l'action et l'intégrité dans la pensée deviennent la norme. La réussite n'est plus une question de chance ou de timing, mais la conséquence inévitable d'une pratique quotidienne, d'une attention soutenue à son propre développement et à la qualité de ses choix. Chaque décision cohérente, chaque effort régulier, chaque engagement pris et tenu renforce l'édifice invisible de la victoire durable. Ainsi, la fidélité à soi-même devient le critère ultime de la réussite. Celui qui maîtrise cette discipline intérieure n'a plus besoin d'attendre la reconnaissance extérieure ou la validation d'autrui. La réussite lui appartient déjà, car elle est le reflet fidèle de sa constance, de son intégrité et de sa maîtrise de soi. Elle n'est ni spectaculaire ni bruyante, mais elle est solide, durable et profondément satisfaisante. Celui qui se discipline intérieurement n'attend plus la réussite, il la mérite.